Alors, qu'est-ce que la délégation de compétences? Il s'agit donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, d'une redistribution rationnelle des tâches. Elle doit se faire des agents de santé qui sont les plus qualifiés vers ceux qui le sont moins, mais dans l'idée de faire un usage le plus efficace des ressources qui sont disponibles. Alors, pour rappeler un peu l'historique de cette stratégie, dans les années 50, l'Organisation mondiale de la santé avait mis l'accent sur le suivi prénatal. Et avec le temps, on s'est rendu compte que, par exemple, Rooney disait que ces interventions sur la grossesse sont efficaces sur les affections chroniques. Mais pour celles qui surviennent au moment d'un accouchement, donc pour l'urgence, elles ne sont pas appropriées. Deborah Main disait en 1997 également que l'accent devrait être mis donc sur les soins obstétricaux d'urgence, parce que ce sont eux qui réellement prennent en charge les complications qui surviennent au moment de l'accouchement. Et enfin, pour parler un peu des accoucheuses traditionnelles, John Smith disait en 2000 que les évidences pour la formation donc, de ces accoucheuses traditionnelles n'étaient pas concluantes. Et il recommandait donc à ceux qui finançaient donc, ce genre d'activité d'orienter leurs ressources plutôt dans d'autres secteurs. Alors, à quel moment surviennent donc les décès maternels? Donc, c'est essentiellement dans les 24 heures qui suivent l'accouchement. Raison pour laquelle il faut un personnel qualifié pour prendre en charge donc ces accouchements. Le modèle des 3 retards, professeur Ndeyarama vous en a parlé tout de suite. Il y a eu un certain nombre de conférences importantes dans l'agenda international, donc, qui ont mené ici à la conférence de Colombo, qui a relevé l'insuffisance en personnel qualifié, donc surtout dans les pays en développement, et qui avait érigé donc, la promotion de la délégation de compétences comme stratégie essentielle à tous les niveaux. Dans la sous-région africaine francophone, il y a eu la réunion d'Abidjan, au cours de laquelle donc, il y a eu des études qui ont été mises en place pour pouvoir donc, mettre en œuvre ce type de stratégie. Et pour ce qui concernait le Sénégal, il s'agissait donc d'améliorer le système de référence contre référence avec un appui donc, de la chaire de gynécologie à des structures périphériques. Alors le contexte national à l'époque, c'était une forte mortalité maternelle. On était à 510 décès pour 100 000 naissances vivantes, avec une létalité qui tournait autour de 4%. Donc sur 100 femmes, il y en avait 4 qui décédaient de complications obstétricales. Le déficit en personnel qualifié, donc vous constatez ici que pratiquement entre 50% et plus du personnel de santé qualifié était à Dakar, n'est-ce pas? Et si on prend l'exemple ici des gynécologues obstétriciens, ils étaient 71 sur l'ensemble du pays, donc 55 à Dakar, sinon les 3/4 même étaient donc ici dans la capitale. Et le problème, c'est que la formation des spécialistes prend du temps. À l'époque, c'était 4 ans, maintenant c'est 5 ans. Les effectifs également de personnel qui étaient formés étaient faibles, donc ils étaient en moyenne 5 à 10 par année, pour ce qui concerne les domaines de la gynécologie et de l'obstétrique, et ceux de l'anesthésie-réanimation. Donc cela posait problème. Comment faire donc pour pouvoir combler ce gap en termes de personnel formé? D'autant plus que parmi ces 5 à 10 nouveaux qui étaient formés, il y avait une majorité d'étrangers la plupart du temps. Et je pense que la situation n'a pas changé à l'heure actuelle. Alors, en termes de méthodologie, nous avons procédé à une revue documentaire qui s'est appuyée sur différents rapports, enquêtes, et certaines publications également et communications scientifiques. Et nous avons adopté comme indicateur le nombre de médecins formés, le nombre d'équipes fonctionnelles, et également quelle était l'utilisation des services qui étaient offerts au niveau des structures sanitaires. Alors, cette stratégie de délégation de compétences, elle a été mise en place donc, par la chaire de gynécologie et obstétrique de l'Université de Dakar, avec le concours, bien sûr, du ministère de la Santé et sur un financement donc, de la Banque africaine de développement. Et elle avait pour objectif donc, de faire pratiquer des césariennes par des médecins généralistes des districts. Alors, dans la période 2000-2012,
Donc, avec ce trio, le schéma originel de formation, donc pour la formation pour les soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets, donc qui comprenait la césarienne, il était demandé au ministère de la Santé de proposer 3 à 4 candidats pour un poste, et c'était donc à la structure de formation de choisir lequel des candidats avait le meilleur profil. Alors cette formation a débuté en 2001 et on a eu à former 2 équipes, l'une pour Koungheul et l'autre pour Goudiri, dans la région de Tambacounda. Alors le médecin compétent avait été formé donc pendant une durée de 6 mois au niveau central et pendant 3 mois ici au niveau périphérique, au niveau régional. Et ensuite, il bénéficiait donc d'une supervision. Donc cette formation du médecin compétent en soins obstétricaux et néonatales d'urgence, elle était accompagnée également de toute une équipe. Donc il y avait le technicien anesthésiste qui devait l'accompagner et endormir les patients. Il y avait également l'instrumentiste qui devait donc prendre soin du matériel et le préparer pour les interventions. Et puis on y a rajouté également un aide opérateur, donc qui également intervenait dans cette équipe de soins. Alors, avec le temps, on s'est rendu compte également que ces médecins compétents n'avaient pas de perspective de carrière. Donc, ils étaient médecins compétents, certes, mais ils pratiquaient les césariennes dans les districts. Mais au bout d'un certain temps, ils finissaient par s'ennuyer parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de faire autre chose. Donc, l'idée est venue à ce moment-là de leur proposer de faire la formation en spécialité. Donc, de pouvoir d'être gynécologue obstétricien à terme. Donc, on leur proposait donc à l'issue de 3 années de bons et loyaux services sur place, de bénéficier d'une formation à distance avec une supervision et un coaching sur site. Alors, pour ne pas être lésé par rapport aux candidats qui faisaient donc la formation traditionnelle, on leur demandait de venir pendant tous les 3 mois, pendant 15 jours à Dakar, et ils étaient remplacés sur place par un autre étudiant, de sorte qu'il y avait toujours on assurait de cette manière la continuité des services sur place. Alors, quel était l'état des lieux? Donc, sur 25 médecins qui avaient été formés en 2012, il y en avait 17 en activité, donc seulement à peu près un tiers étaient sur des sites qui étaient réellement fonctionnels, parce qu'il manquait peut-être du matériel, parce qu'il manquait un anesthésiste, et ainsi de suite. Alors, nous avons eu à faire donc 2 évaluations. Alors, quelles sont les forces de cette stratégie qui a été expérimentée? Elle a permis donc d'augmenter l'utilisation des services, elle a réduit le nombre d'évacuations, et elle a également eu une appréciation positive des populations envers donc, ces équipes de médecins compétents. Elle avait également des limites. C'était le taux de candidats qui était insuffisant. On n'avait pas suffisamment de candidats à former. Donc, vous voyez que sur pratiquement 12 ans, on avait eu à peine 25 médecins formés. Et on a pensé éventuellement que c'était le marketing de la formation qui n'était pas suffisant auprès des étudiants en médecine. Alors, nous allons comparer 2 sites, celui de Kaffrine et celui de Koungheul. Alors, vous voyez que Kaffrine, qui était un site fonctionnel où le médecin opérait de manière régulière, alors on a pu constater une augmentation du nombre d'accouchements, également du taux de césarienne, et puis une baisse de la létalité obstétricale directe. En le comparant au site de Koungheul, qui avait plus de difficultés, vous voyez que les tendances étaient beaucoup plus mitigées, n'est-ce pas, avec même une augmentation ici de la létalité obstétricale directe. Alors, entre 2012 et 2015, il y a une période de léthargie. On n'avait plus de financement de la Banque africaine de développement. Et puis, en 2015 et 2016, nous avons pu bénéficier de l'appui de d'autres partenaires du ministère de la Santé, et pour laquelle nous avons pu former donc 6 médecins. Alors, où en sommes-nous maintenant en 2016? Nous avons eu à faire l'évaluation des soins obstétricaux, de la qualité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence l'année dernière, et nous nous sommes donc intéressés au centre de santé de type 2. Donc, en termes de disponibilité de personnel, au niveau de ces structures-là, donc qui sont donc en milieu décentralisé, il y avait donc 21 médecins gynécologues ou médecins compétents, et il y avait donc un gap de 6 à combler donc, par rapport à la norme nationale qui prévoyait qu'il devait y avoir au moins un spécialiste donc, par structure. Alors, je voulais attirer également votre attention ici sur le nombre de pédiatres. Il n'y en avait qu'un, pratiquement, que 3 du moins, dans l'ensemble des structures qui étaient visitées.
Et donc tout cela témoigne en fait des difficultés à faire vivre ces structures, à leur faire jouer réellement leur rôle en milieu décentralisé. En termes donc de disponibilité de ces fonctions, donc ces fonctions SONU, ce sont les fonctions donc, qui permettent de sauver la vie de la mère et des enfants. Donc pour ce qui concerne les soins de base, si on prend l'antibiothérapie par exemple, c'est elle qui va nous sauver de l'infection. On peut les transposer par rapport donc, aux principales causes de décès maternels. Alors, ce qui va nous attirer notre attention sur ce graphique, c'est ici l'accouchement instrumental, n'est-ce pas, par forceps ou par ventouse, qui n'était pratiqué que par seulement un tiers des sites. Pour ce qui concerne donc les soins complets, donc ceux pour lesquels en réalité les centres de santé de type 2 ont été conçus, on constatait ici que seulement 44% de ces structures pratiquaient effectivement la césarienne. Donc c'était 12 structures donc, sur les 27. La transfusion sanguine, le taux était moindre, seulement 40%, alors que l'anémie est une des causes principales de décès maternel, une cause indirecte, mais surtout la réanimation néonatale complète. Vous voyez, elle était seulement à 7%. Donc à rapporter au nombre de pédiatres qui étaient présents dans ces structures. Parce que la réanimation néonatale complète, qui suppose une intubation, ne peut être pratiquée que par un pédiatre. N'étant pas sur place, cela n'était pas possible. Alors, pour ce qui concerne les soins de base, donc, ce sont des fonctions donc, qui doivent être disponibles donc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, au cours des 3 derniers mois, dans les structures que nous avons pu visiter, on s'était rendu compte que sur les 27 structures, les 27 centres de santé de type 2, il n'y en avait que 10 donc, qui effectivement offraient tous les soins de base. À 15 de ces structures, il manquait que la ventouse, et les autres étaient un peu... Il en manquait d'autres soins, d'autres fonctions également. Pour ce qui concerne les soins complets, toujours pour les centres de santé de type 2, il n'y en avait qu'un seul qui offrait tous les soins complets. Et il y avait 3 autres établissements, c'était des hôpitaux, n'est-ce pas? Et tous ces 4 établissements se retrouvaient dans la région de Dakar. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux césariennes dans ces centres de santé de type 2, ils ont eu à pratiquer 0,66% donc des accouchements qui ont été enregistrés dans l'ensemble de ces structures de référence. Et là également, si on compare Dakar et les autres régions, la prévalence, le taux de césarienne à Dakar était de 7,5%, alors que pour l'ensemble des autres régions du pays, il était seulement légèrement inférieur à 3%. Alors, pour ce qui concerne donc les centres de santé de type 2, il y en avait donc 12 qui étaient fonctionnels. Parmi ces 12, il y en avait 9 donc, qui étaient fonctionnels donc, en dehors de la région de Dakar. Ceux de la région de Dakar, à eux seuls, pratiquaient près de 3000 césariennes. Donc chacun de ces centres de santé, par contre, les centres de santé qui étaient dans les régions n'en pratiquaient que 772 et ils étaient 9. Donc ce qui nous faisait un total de 86 césariennes par an et par centre de santé de type 2. Donc ce qui montrait qu'en fait ces centres en réalité n'étaient pas fonctionnels, c'est-à-dire à peu près une césarienne tous les 3 jours, comparé aux centres de santé de césariennes qui étaient pratiquées à Dakar, où on avait près de 1200 par site. Alors, que nous suscitent donc ces résultats? Alors, il nous faudrait, donc c'est les 2 dernières diapos, il nous faudrait une meilleure appropriation donc, de la stratégie de la délégation de compétences par le ministère de la Santé, qui doit avoir donc une vision nationale et holistique. Il faudrait trouver un financement national. On peut compter sur les partenaires, mais on a vu qu'il y avait une période pendant de 2 ou 3 ans pendant lesquelles on n'aurait pas eu à former de candidats. Il faudrait que également le ministère de la Santé investisse dans le capital humain pour la formation de médecins compétents, mais également de médecins spécialistes. Et il faut penser également à mutualiser les ressources humaines. C'est une stratégie innovante. Et elle est utile pour ces sites qui sont peu accessibles et éloignés. Elle reste, la délégation de compétences, une solution transitoire.
en attendant qu'il y ait suffisamment de spécialistes formés. Alors, c'est le lieu de faire un plaidoyer pour une stratégie à court et à moyen terme, mais qui doit être financée, n'est-ce pas, pour garantir une meilleure disponibilité des ressources humaines qualifiées. Je vous remercie.